Défense de la souveraineté nationale et charge contre l'impérialisme occidental, les relations semblent se dégrader davantage entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la France en particulier. On va analyser tout cela avec Sédic Abba, journaliste et chercheur spécialiste du Sahel. Bonsoir Sédic. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va revenir sur l'imbroglio au sujet de la non-prise de parole du Niger à l'Assemblée générale de l'ONU. Niamey a nommément accusé le secrétaire général de l'ONU. Il a accusé de perfidie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et qu'est-ce que ça indiquerait du positionnement des Nations Unies? Alors, en principe, il y a une commission d'accréditation des délégations qui se réunit en novembre et qui désigne la délégation qui doit prendre la parole. Dans le cas du Niger, la commission s'était réunie avant le coup d'État du 26 juillet et avait accrédité le régime qui a été renversé. Mais la tradition et la coutume, c'est de permettre au gouvernement qui est en place de prendre la parole. Donc, au regard des textes des Nations Unies, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une déclaration des associations des diplomates nigériens à la retraite, il était convenable, ou il était normal que ce soit la délégation du CNSP qui prenne la parole. Mais les Nations Unies ont estimé que, compte tenu de la situation, puisque le coup d'État n'a pas été reconnu, le coup d'État a été reconnu par certains, ils ont décidé de couper la poire en deux et de ne laisser prendre la parole aucune des deux délégations présentes. Donc c'est une décision qui est assez inédite au fond et en tout cas qui contrevient à la tradition des Nations Unies, si j'entends bien. Absolument, parce que les Nations Unies n'ont pas refusé que le président Doumbia, auteur du coup d'État en Guinée, prenne la parole, n'ont pas refusé que le Burkina prenne la parole, n'ont pas refusé que le Mali prenne la parole, mais les Nations Unies ont refusé que la délégation du CNSP s'exprime. De ce point de vue et du point de vue de la tradition, en toute neutralité, on peut constater qu'il y a une décision inédite qui a été prise. C'est dit qu'on n'en parle plus beaucoup, mais il n'y a toujours pas de renoncement officiel à une intervention armée de la CEDEAO au Niger. L'ancien président Issoufou, l'ancien président du Niger, a tweeté pour dire que cette intervention, si elle devait avoir lieu, serait une erreur. Il faut dire que ces prises de parole sont rares depuis le coup d'État. Comment est-ce qu'il faut interpréter celle-ci? Oui, je pense que le président Issoufou avait déjà eu l'occasion, le 17 août, de s'exprimer contre toute intervention de la CEDEAO. La décision d'intervenir de la CEDEAO n'est pas arrivée après sa première prise de parole. À l'époque de sa première prise de parole, il disait d'ailleurs que l'intervention pouvait être envisagée comme ultime solution à la situation au Niger. Aujourd'hui, il prend position clairement contre cette intervention, appelant même à la sagesse de ses pairs. Je pense qu'il y a le contexte, l'évolution du contexte, et il y a un positionnement dans le jeu politique actuel et futur. Il y a un calcul derrière tout ça. Il n'y a pas de neutralité dans sa prise de parole. Justement, vous parlez du contexte. Où est-ce qu'on en est exactement des discussions au sujet de cette éventuelle intervention? Parce qu'on est quand même à 2 mois quasiment maintenant du coup d'État. La question est tout à fait légitime parce que plus le temps passe, moins l'intervention devient possible. Mais à en croire la CEDEAO elle-même et à en croire les présidents de certains pays qui pourraient être fournisseurs de contingents, dont le Sénégal, l'intervention est toujours sur la table à condition qu'une solution politique et diplomatique ne soit pas trouvée. Donc, il y a encore les canaux de discussion, même si ces derniers temps, il n'y a pas eu de discussion directe entre la CEDEAO et le CNSP. Il y a l'espoir de trouver une solution politique, même si cet espoir est mince. Et à défaut de cet espoir seulement, la CEDEAO pourrait envisager son intervention. Elle garde encore le deux fers au feu, à mon avis. Il y a de plus en plus de dissensions, semble-t-il, au sein même des chefs d'État, au sein de la CEDEAO. On se souvient de l'intervention notamment du ministre togolais des Affaires étrangères à la tribune de l'ONU, qui répétait que le Togo était contre toute guerre, quelles que soient les circonstances. C'est la lecture qu'on a. Il y a un camp qui est farouchement engagé pour cette intervention. Le Nigeria, au début, malgré les contingences nationales, plus le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin, et d'autres pays qui sont en posture en retrait, dont le Togo, qui a clairement dit qu'une intervention est contre-productive. Je crois qu'il y a un sentiment général du caractère très aléatoire et incertain de l'intervention elle-même et les conséquences qu'elle pourrait avoir, le chaos qu'elle pourrait créer pour la sous-région. C'est dit qu'on va parler également de la France, puisque le président français Emmanuel Macron a annoncé ce soir le retour prochain à Paris de son ambassadeur et des militaires français à Niamey. Je vous propose de l'écouter. La France a décidé
de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liés au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. C'est dit que depuis le coup d'État au Niger, la position de la France, c'était on ne reconnaît pas les putschistes, donc on n'accède pas à leur demande et notre ambassadeur restera sur place. Est-ce que là, avec ce qu'on entend, ça veut dire que Paris est en train de changer de politique? Non, je ne pense pas qu'il y ait un changement de fond, mais il y a une appréciation objective. De toute façon, la position de l'ambassadeur n'était pas tenable. Elle était presque, sa présence sur le territoire nigérien était presque inutile, puisqu'il ne pouvait plus assumer ses fonctions. Il était lui-même reclus dans son ambassade. D'ailleurs, s'il est à l'ambassade, il ne peut pas retourner à la résidence. Et s'il est à la résidence, il ne peut pas aller à l'ambassade. Et sa position n'était pas tenable. Et cette décision était celle qui avait été recommandée depuis très longtemps par les diplomates. Mais le président Macron avait décidé d'assumer, lui, le maintien de l'ambassadeur contre l'avis de la junte. Bon, là, il a dit qu'il a parlé au président Bazoum, qui reste encore le président légitime, puisqu'il justifie cette évolution de la position de la France après la discussion qu'il a eue avec le président Bazoum, qui reste aux yeux de la France et de l'Union européenne, encore d'une partie de la communauté internationale, le seul président légitime du Niger. Alors, vous dites que cette position n'était pas tenable et je vous pose la question au regard notamment de la politique de certains alliés de Paris, je pense aux États-Unis par exemple, qui ont une toute autre politique. Est-ce qu'au fond c'est une réelle politique de la part d'Emmanuel Macron que de dire bon, on va rappeler notre ambassadeur et peut-être on va faire les choses un peu différemment? Oui, le représentant pour les affaires européennes, pour les affaires étrangères de l'Union européenne, M. Borrell, a dit que l'Union européenne, l'ensemble de l'Union européenne, soutenait la position de la France, y compris le maintien de l'ambassade. Mais concrètement, sur le terrain, il était isolé et il ne pouvait plus assumer les devoirs de sa charge. D'ailleurs, l'ambassadeur de l'Union européenne n'a pu accéder, il n'a pas été autorisé à le voir. Donc, il y a, à mon avis, une décision qui a été dictée par le pragmatisme, par le bon sens. Mais il reste aussi que ces derniers temps, la France est parue isolée. À la réunion des ministres des Affaires étrangères, personne n'était allé jusqu'à faire comme la France, envisager de soutenir la CEDEAO en cas d'intervention sur le Niger. Les Américains dont vous avez parlé ont décidé de retirer leurs forces de Niamey pour les amener à Agadez. Et tout ça, ça a mis la France dans une position d'isolement. Et à mon avis, le fait qu'elle ait décidé de prendre ces deux décisions de bon sens, le retrait de l'ambassadeur et puis le retrait des forces françaises, parce qu'au Niger, la France est dans un partenariat de combat, c'est-à-dire que les unités françaises et nigériennes combattent en même temps. À partir du moment où les unités nigériennes ne peuvent pas participer au combat commun, ça veut dire que la présence de l'armée française au Niger n'a plus de justification et n'a plus d'utilité. Merci beaucoup Sédi Kaba, journaliste, chercheur, spécialiste du Sahel.